Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolis Télévision. Bientôt, le rendez-vous entre les électeurs et les candidats. Le 20 décembre sera un jour de vérité. Mais bien avant d'affronter les suffrages de Congolais, Géopolis Télévision offre à tous les candidats une vitrine pour que chacun fasse valoir son offre politique. Près d'une heure du temps pour convaincre les électeurs que vous êtes le candidat qu'il faut. Fidèles téléspectateurs, vous êtes dans Pourquoi vous? Et pour ce premier numéro, nous avons l'insigne honneur de recevoir le professeur Pascal Lutumba, qui est candidat au national et législatif provincial. Bonsoir, professeur. Bonsoir, c'est le journaliste. Et pour vous interroger, nous avons avec nous ici Fiston Oleko, qui est journaliste ici à Géopolis Forum. Bonsoir, Fiston. Bonsoir, Patrick Ilunga. Bonsoir, professeur Pascal Lutumba. Bonsoir, c'est le journaliste. Voilà, professeur, déjà, pour commencer, s'il vous est donné de vous présenter à vos électeurs, que direz-vous? Je suis Pascal Lutumba, je suis médecin de formation et après ma formation de médecine, j'ai dû faire de maîtrise en contrôle de maladie et en santé publique. Et puis bon, il y a eu d'autres cours, je ne vais pas prendre une heure à me présenter et j'ai dû faire ma thèse de doctorat à l'Université libre de Bruxelles. C'est ce que je peux dire. Je suis professeur à l'Université de Kinshasa et aussi dans d'autres universités, bien sûr, l'Université de Mbandaka, de Bujimaï, mais aussi à l'ISTEM Kinshasa et l'ISTEM Bujimaï. Bien évidemment, vous êtes candidat aux législatives nationales, c'est-à-dire député national, et aussi aux législatives provinciales, raison pour laquelle vous êtes notre invité aujourd'hui ce soir. Et vous avez 3 minutes pour présenter votre offre politique. Pourquoi vous êtes candidat? Ouais. Je suis candidat parce que d'abord je connais bien le pays pour avoir circulé un peu partout dans le pays. Il n'y a pas un point où je n'ai pas été, au vu de mon exercice de contrôle de maladie et de médecin, mais aussi de professeur. Je pense que, et je suis très convaincu, qu'il y a des choses évidemment qu'on a essayé d'améliorer, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc le fait qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a par exemple 2 domaines que je connais, que je maîtrise très bien, mais ça ne veut pas dire que je ne connais pas les autres domaines. Quand je regarde le domaine de la santé, mon impression est qu'on ne va pas dans le bon sens. Les indicateurs sont au rouge pour beaucoup de choses. Et vous le savez, le décès maternel, c'est tout un problème. Et maintenant qu'on passe à la gratuité, donc on devrait essayer de voir si on peut réduire ça. Et nous, on a travaillé là-dedans, on a fait beaucoup de choses pour contrôler la maladie. Au début, j'ai commencé à travailler sur la maladie de sommeil. Et en ce moment-là, c'était une catastrophe. Et actuellement, nous sommes presque en voie d'élimination de cette maladie. Ça veut dire qu'on a quand même certaines clés, on a certaines idées, on a des outils qu'on peut proposer. Et avant de les proposer, bien sûr, on devait voir si le problème n'est pas l'application des lois. Si les lois n'existent pas, on a la capacité de proposer des lois qui soient adaptées à la condition de la vie congolaise et aussi de voir en sorte que ces lois ne puissent pas vraiment déranger, mais ça devrait améliorer la communauté, la vie de la communauté et se débarrasser de beaucoup de ces maladies. Ça, c'est un domaine que je connais bien. Beaucoup de pays se sont débarrassés de beaucoup de maladies, mais nous, on a encore des maladies qui datent depuis 1950-1940, comme l'onchocercose, y compris dans la capitale comme Kinshasa. Donc il y a des choses à faire et comme député, il y a lieu de travailler avec l'exécutif et de contrôler l'exécutif si jamais ils ne prennent pas des mesures nécessaires pour pouvoir le faire et voir comment les contraindre. Si les lois existent, il faut faire en sorte que l'exécutif puisse vraiment appliquer ces lois. Si ça n'existe pas, ça va être notre boulot de pouvoir en proposer et suivre que ça puisse réellement se réaliser. Ça, c'est un côté. L'autre côté que je maîtrise bien, comme je l'ai dit, donc j'ai travaillé presque 30 ans au ministère de la Santé, donc j'ai commencé à l'échelle beaucoup plus bas jusqu'au niveau national. Donc je connais le système très bien, mais il semble être en train de se déstabiliser. Donc il est grand temps que les gens qui ont travaillé là-dedans, qui l'ont vu
quand ça marchait très bien, puisse être là pour voir comment remettre un peu cette machine et ce système en marche. L'autre côté, c'est le côté de l'enseignement. Si on l'a remarqué, si vous quittez Kinshasa vers Boma ou Matadi, vous avez presque, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le pays, vous pouvez trouver très facilement 20 facultés de médecine, vous pouvez trouver 20 ISEM, vous pouvez trouver les facultés de droit, si bien qu'on arrive à un surnombre de production des cadres au moment où il n'y a pas de poste pour ces cadres-là. Donc ça demande à ce que l'on puisse réfléchir, que l'on puisse légiférer là-dessus, que pas n'importe qui crée son université là où il pense qu'il doit créer, et pas n'importe qui décide de mettre, presque tous ils mettent la faculté de médecine, je ne sais pas pourquoi, et au finish, qu'est-ce qu'on a? On a une certaine inadéquation entre la demande et l'offre, et les médecins, au lieu de faire leur tâche de médecin, ils commencent de temps en temps à vendre à la pompe d'essence, etc. Et ça fait que montrer que le système est réellement en crise parce que cette inadéquation pose des problèmes sérieux. Si les parents, par exemple, qui ont payé vos études, qui ont cru en vous, et quand vous terminez, ils font une grande fête, et après la fête, ils affichent votre diplôme au mur, et ça s'arrête là. Au moment où eux, ils pensent que maintenant vous pouvez les prendre en charge, vous ne pouvez pas parce que dans les hôpitaux, il y a une situation pléthorique énorme. On a des hôpitaux de 30 lits avec environ 300 médecins. Ça ne peut pas se faire. Même la qualité des soins, tout le monde a remarqué que ça ne va pas, mais je trouve quand même anormal que ceux qui sont censés gérer la chose publique, eux se font soigner à l'extérieur du pays. Ils vont en Afrique du Sud pour n'importe quoi. Mais en Afrique du Sud, ce sont les étudiants à qui nous avons donné cours, qui sont là-bas, parce qu'ils sont dans des conditions différentes de ceux qui sont restés ici. Eux peuvent aller se faire soigner là-bas. Et ici, ils peuvent laisser ça comme ça. Et ça, je pense que c'est assez suffisamment révoltant. Et il faut régler ça. Parce que tous, on a droit à la vie. Et c'est un secteur qui demande beaucoup de choses, y compris le secteur des avocats. Quand on était jeune, quand on avait un problème en justice, on avait un seul avocat qui nous assistait aux deux. Mais actuellement, il y en a 50. Je me demande même, la personne qui est en justice, il écoute qui parmi les 50? Parce que vous êtes défendu, parce qu'ils sont tellement nombreux et qu'on doit trouver des solutions. Et ces solutions peuvent faire mal, mais on est obligé de trouver des solutions en relocalisant certaines personnes. Pas qu'ils restent en vie, mais ils peuvent avoir une prime spéciale de brousse, qu'ils aillent aider nos compatriotes qui sont en brousse, qui eux manquent d'avocats, ils manquent de médecins, ils manquent d'enseignants. Et ça, c'est un vrai problème. Et pour le moment, l'âge des professeurs que nous sommes, bien sûr, a avancé. Mais ce sont encore nous qui devons aller donner cours un peu partout par manque d'enseignants. Ça voudrait dire que ce secteur-là demande aussi une certaine réflexion pour voir comment régénérer la classe des professeurs pendant qu'on est encore là. Hein, parce qu'on commence un peu à partir un peu progressivement. Si vous allez au campus, vous avez des deuils 2 fois chaque mois, mais ça peut arriver même 2 fois chaque semaine. Donc je pense qu'il est grand temps que l'on puisse réglementer ou faire en sorte que ça marche beaucoup mieux, parce que la santé et l'éducation, ça fait partie des clés pour le développement de notre pays comme on est là. Voilà, quand vous regardez par exemple le Parlement actuel, ou bien même les candidats qui sont peut-être vos concurrents, ou parfois à Tchangou, à Funa comme vous, bien à Bandar aussi comme vous, et à des pédigris différents avec des gens hautement qualifiés, des gens diplômés, des professeurs d'université, mais parmi ces multitudes, pourquoi vous pensez que c'est vous qui doit être le candidat idéal? Oui, je pense que je suis le candidat idéal parce que, je peux dire que je pense, mais non, je suis convaincu que je suis idéal, parce que pendant longtemps, j'ai observé. Hein, parce que la première chose, c'est d'observer la société, la chose publique, comment elle est gérée, et se poser la question, est-ce que, personnellement, je peux apporter quelque chose? Qu'est-ce que je peux apporter comme touche là-dedans? Parce qu'on est professeur, c'est vrai, mais il y a des professeurs, ils terminent comme licenciés à l'université et ils commencent la carrière de professeur. Moi, je suis d'abord allé travailler
sur terrain et je connais les problèmes sur terrain avant de rentrer dans le milieu académique. Donc je ne serai pas ce professeur qui enseigne des choses, qui parle des choses qu'il n'a pas vécues lui-même à l'intérieur du pays. J'ai travaillé, il y a des coins comme Kinzenzengo, c'est très loin de Masimanimba. Donc si on est en train de parler d'un problème à Kinzenzengo, je sais dire, j'ai été là, je connais le problème et je pense que la solution doit être celle-là. Mais beaucoup d'entre nous, ils ont été là, à Kinshasa tout le temps, ils postulent comme député national, mais tu ne restes pas député national seulement de ta circonscription. National veut dire que tu dois aider à ce que tout le pays ensemble, sans oublier ta circonscription. La mienne c'est Funa où je suis le numéro 243. Ça tombe un peu juste parce que ça, c'est pas un hasard quoi. C'est le code de notre pays 243. Donc ça voudrait dire que je dois regarder Funa très très bien, mais aussi le pays tout entier. Mais ceux qui nous ont précédés, on n'a pas vu pendant une période assez longue que les choses ont changé, à part peut-être les 2-3 dernières années où le président Félix Tshisekedi a essayé de mettre vraiment de la vitesse pour que certaines choses changent, mais on ne l'a pas vu. Et on trouve encore dans la population des gens qui commencent à se poser la question qu'on a critiqué Mobutu, mais il a même mieux fait que d'autres qui sont là. Et je pense que je ne pense pas que je vais être... je ne suis pas capable de dire de mauvaises choses de mes collègues, mais je pense que je suis assez mieux placé pour avoir passé 20 ans à Bandalungwa, dans la commune de Bandalungwa, donc je connais cette commune. Pour avoir passé ces 20 ans dans la Funa, donc je connais ma circonscription, mais j'ai l'avantage aussi de comparer. J'ai été dans plusieurs pays africains, j'ai été en Belgique pendant un bon bout de temps et aux États-Unis. Donc en regardant ce qui se passe là-bas, donc je peux apporter une touche spéciale. Mais souvent ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens qui ont vu, qui ont étudié même là-bas, quand ils reviennent ici, ils se tropicalisent trop vite. Et moi, je ne me suis pas tropicalisé. Par contre, je suis arrivé à l'université de Kinshasa, pour vous donner juste un exemple. Quand je disais aux gens, je pense qu'on peut former des professeurs à 32 ans, 36 ans. Ils ont dit non, ce n'est pas possible, parce que moi j'ai trouvé des chefs de travaux qui avaient 20 ans, 25 ans, et je me posais la question, comment est-ce possible? Et quand je l'ai fait, même mes propres assistants, bon maintenant ils sont professeurs, je ne peux pas dire assistants, il y en a qui sont déjà professeurs ordinaires, donc on est au même niveau. Ils se sont étonnés que c'est faisable. Et je l'ai fait, et mon chef de département, c'est quelqu'un pour qui j'ai encadré pour sa thèse de doctorat, donc je peux faire les choses différemment. Et je peux changer les choses parce que je suis engagé, pas comme politicien, comme on le dit, la politique politicienne. Je reste avec un côté technocrate qui me permet de réfléchir sur la chose publique. Et évidemment, je suis aussi en politique pour combiner les deux. Et je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos collègues sont plus politiciens et ils ont oublié le côté technocrate qui est assez nécessaire pour résoudre les problèmes que les communautés ont et pour mieux gérer la chose publique. Et vous avez aussi le côté expérience de terrain pour avoir vécu les réalités de tous les jours pendant 30 ans, vous avez dit tout à l'heure. Et vous êtes candidat pour Bandal, c'est le numéro 20. Le numéro 20 et que ça tombe... le candidat président Tshisekedi, candidat président sortant. Et 243 pour la Funa, Fiston Djeko. Professeur Pascal Lutumba, et le travail d'un député national, on le sait, mais aussi d'un député provincial, c'est contrôler l'exécutif national ou provincial, c'est aussi proposer bien évidemment des lois. Selon vous, en République démocratique du Congo, quelle est la priorité dans la mission d'un député national? Je pense que la grande priorité pour moi, c'est d'abord écouter et voir ce qui ne marche pas. Donc le député national doit savoir comprendre quels sont les problèmes, quelles sont les situations négatives qui se passent dans les communautés. Une fois qu'il a compris ça, il doit commencer à réfléchir quelles sont les solutions possibles
des solutions qui sont efficientes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne coûtent pas trop cher, mais qui sont efficaces pour résoudre ces problèmes-là. Hein, ce qui manque, c'est souvent, on n'a pas analysé la situation correctement, le député n'a pas regardé la situation correctement et essaie d'aller faire une loi. Mais quand on rentre en arrière, on va trouver qu'il y a 5 ans, cette loi avait été même promulguée. Donc la priorité, c'est de rentrer, chercher s'il y a des lois qui peuvent résoudre ces situations négatives. Alors on va faire en sorte que l'exécutif puisse mettre en place ces lois-là, hein, pour que la communauté s'améliore. Mais là où il n'y a pas de loi, il serait grand temps, parce que vous connaissez la situation négative, vous connaissez la misère de la population, vous avez la possibilité maintenant de dire avec les moyens qui sont mobilisés par le gouvernement, où est-ce qu'on doit les canaliser, parce que vous en connaissez les priorités, quoi. Alors si moi je dois parler, quelle est la priorité des priorités pour le moment en RDC comme député, c'est vraiment regarder un peu toutes ces lois, parce que à chaque session parlementaire, on vote des lois. On en vote toujours et on ne sait pas, on les applique à quel moment. Hein, on vote la loi budgétaire, qui est une loi qu'on doit respecter, mais à la fin de la journée, personne ne respecte cette loi et on vote encore de nouveau l'année qui suit la loi budgétaire. Donc on fait ces budgets pour qui et pourquoi, si on ne peut pas les respecter. Je pense que ça, c'est une des priorités. Quand je prends la santé, par exemple, on peut voter un budget de 5% pour la santé, ce qui est déjà très peu. Mais quand vous allez regarder combien on a libéré, c'est 0,5%. Ça voudrait dire que l'on n'a pas fait ce que même le peu qu'on a prévu de faire n'a pas été fait, parce que les députés ont oublié leur rôle de contrôle de l'exécutif afin que ces choses puissent se faire. Hein? Et il y a une certaine déconnexion entre la population et les députés aussi. Ça, c'est une priorité, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe là. Une fois qu'ils sont votés, ils quittent leur milieu, ils y rentrent de temps en temps, ou alors après 5 ans pour demander encore d'être votés. Et ça, c'est ça qui a fait que moi je me dis, j'ai vécu avec ces gens, je les connais, je connais les problèmes et j'en connais les priorités, donc il faudrait bien regarder dans ce sens. Vous reconnecter avec cette population lorsque vous serez élu, ça sera comment? Ce que moi j'ai pensé, c'est la misère chez nous quand même, à Bandala est quand même un point un peu important, peut-être ça change un peu. Ce que je pense, pour rester en connexion avec, il y en a qui appellent ça ma base, mais je préfère dire la communauté dans laquelle je vis, c'est pas ma base, c'est la communauté. Hein? Qui vous travaillez? C'est d'avoir, je parle avec eux, je pense que ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir une certaine association qu'on a mis en place, qui vont gérer eux-mêmes, et moi je serai là pour aider. Cette association va faire en sorte que chaque ménage, chaque participant à ça peut mettre un petit montant par mois, et ce petit montant peut aider soit à l'évacuation même des déchets dans le quartier. Au lieu d'avoir les matiti, on ne sait même pas là où ils jettent ça, on peut organiser cela, on peut organiser la salubrité dans notre communauté, et aussi s'il y a des gens qui sont malades, on a la possibilité, avec cet argent, de pouvoir les aider aux soins ou même aux études, et discuter avec cette communauté quelle serait la meilleure orientation que l'on devrait faire comme habitants de cette communauté. Pas aller absolument à l'université. Parce que le problème chez nous, c'est que la décision est toujours d'aller à l'université. Mais quand vous allez aux États-Unis, vous êtes en Belgique, ils ne sont pas obligés d'aller à l'université. Je n'ai pas été obligé d'aller à l'université. Parce que le moment que j'ai terminé, j'ai été engagé immédiatement à la GECAMI. Donc j'avais le choix entre travailler, parce que j'avais le boulot à la GECAMI, ou j'avais les frais d'installation. Je touchais l'argent, mais je ne savais même pas ce que je devais faire avec. J'étais trop petit à ce moment-là. Et puis l'inscription de l'université est venue par lettre. Maintenant j'avais la lettre de l'université, et j'étais engagé où je travaillais. Mes amis ont dit, en tout cas, nous, on reste travailler. On ne voit pas qu'est-ce qu'on va aller faire à l'université. Et moi, j'ai dit, bon, ok. Ma mère m'a dit, non, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant qui est médecin. J'ai dit, mais mon père a dit, non, non, ça ne va pas.
tu dois retenir toutes les maladies et tous les médicaments, tu n'as qu'à continuer à travailler ici. Ça se fait quoi? Et là, vous voyez, on discutait autrement, mais actuellement, on ne discute même plus. L'enfant termine, il va à l'université. Mais il va faire quoi à l'université? Parce qu'il n'y a rien à faire après les études secondaires. Donc, il faudrait renforcer le côté des études professionnelles, de sorte que les gens peuvent travailler. Il y a beaucoup qui ne veulent même pas aller à l'université. Mais ils y vont parce que c'est le système veut absolument ça. Et les parents veulent avoir des universitaires, mais ils ne se rendent pas compte que ces universitaires restent chez eux à la maison et ne font rien d'autre. Est-ce que c'est ça qu'on veut produire comme pays? Là, on aura toujours des problèmes. Et pour être engagé, tout est pléthorique actuellement dans la fonction publique, mais aussi en privé. Ça devient beaucoup plus difficile et les gens restent au chômage, avec comme conséquence, quand ils ont 45 ans, quand vous avez votre fille qui a 45 ans, votre garçon qui a 45 ans, qu'est-ce qu'il fait? Vous ne pouvez pas l'interdire de sortir, vous ne pouvez pas lui parler comme un enfant. Et quand elle tombe enceinte, vous commencez à gérer vos propres petits-fils dans votre maison, et vous allez continuer à faire ça jusque quand? Et à Badalouba, c'est un phénomène qui est assez répandu, où vous avez les grands-parents qui avaient acheté la maison ONR, et avec le temps, les enfants sont restés, et ils mettent au monde là-bas, ça continue, et vous avez des parcelles où vous trouvez facilement 20, 30 personnes. Et quand ils sont nombreux comme ça, on ne peut pas s'étonner que certains d'entre eux n'ont pas bénéficié d'un encadrement beaucoup plus correct, beaucoup plus serré de ces parents-là, surtout des grands-parents, parce qu'ils relâchent un peu. Et on s'étonne du phénomène Kuluna. Et le phénomène Kuluna est en train de déranger. Donc là aussi, il faudrait voir qu'est-ce qu'il faudrait faire entre le législatif, l'exécutif, mais aussi l'appareil judiciaire. Parce qu'on ne peut pas vivre pendant 18 ans avec un phénomène Kuluna qui est en train de s'étendre partout. Et on est en train de regarder, on est en train de fuir tous. Et personne ne peut dire non, on en a marre. Comment on peut légiférer cela? Comment l'exécutif peut gérer ce problème et l'appareil judiciaire? On voit bien que vous êtes, on va dire, vous avez eu le temps d'observer la société congolaise, mais est-ce qu'un seul député, quoique ayant de bonnes intentions, peut faire changer les choses? D'autant plus que là, c'est la loi de la majorité, c'est la majorité qui fera passer ses idées. Oui, absolument, mais le problème c'est qu'un seul député, une seule personne peut changer une communauté. Et ça, j'y crois. Parce que ça dépend de la stratégie que vous mettez en place. Vous n'allez pas être député seul, vous allez être d'abord dans un groupe parlementaire, vous devez les convaincre, vous devez avoir cette capacité de convaincre vos collègues députés dans votre propre groupe parlementaire et commencer à porter ça au Parlement et essayer d'avoir des arguments qui doivent convaincre. Parce que si on n'arrive pas à vous comprendre pour résoudre un problème, par exemple le problème des Kuluna, ça voudrait dire qu'on n'est pas nécessaire au pays. On ne peut pas dire qu'on peut résoudre le problème des Kuluna et on sort de là 5 ans après, on dit encore j'ai un peu réduit un tout petit peu, mais il reste encore un tout petit peu encore. Non. On doit pouvoir convaincre d'abord les collègues. Comme la Bible dit ceci, si tu ne peux pas convaincre les gens dans ta maison, n'ose pas aller dehors. Il ne faut pas aller prêcher dehors quand chez toi tu ne peux rien faire. Non, je commencerai par le Parlement. Et on doit discuter correctement au Parlement parce que c'est quelque chose. Le problème sécuritaire, beaucoup de gens se disent c'est un problème de l'Est. Non, c'est un problème aussi à Kinshasa. Si vous demandez combien de gens ont été attaqués, que nous on a vu à l'hôpital, y compris même des professeurs d'université, il termine son cours à 19h, on lui coupe l'oreille par les Kuluna. Ça c'est quand même quelque chose d'assez grave, quoi. Il est allé pour enseigner nos propres enfants et ce sont nos propres enfants qui lui coupent encore l'oreille. On ne peut pas vivre dans une société comme ça. Donc on a des arguments, on a des exemples, en commençant par le Parlement lui-même, avant de pouvoir aller vers l'exécutif ou l'appareil judiciaire, parce qu'on a la capacité d'interpeller tous les ministres et même on peut interpeller les gens de l'appareil judiciaire pour pouvoir expliquer pourquoi rien ne s'est fait dans ce domaine-là. Ça, c'est le rôle du député de pouvoir agir comme ça, au niveau provincial et au niveau national. Professeur Pascal, vous avez ici parlé justement qu'il faut vérifier s'il y a des lois qui ne sont pas appliquées pour le faire appliquer au niveau de l'exécutif national. Mais en observant la société congolaise,
Est-ce que nous avons des lois qui manquent? Quelles sont les lois là qui manquent pour la République démocratique du Congo? Si vous voulez ma réponse très directe, on a voté suffisamment de lois. Hein? C'est l'application qui est le problème. Si vous vous rappelez bien, on a roulé ici à Kinshasa sans ceinture de sécurité. Je suis allé vérifier dans la loi, c'était bien écrit que pour rouler, vous devez mettre votre ceinture. Dès que l'exécutif a dit vous devez mettre votre ceinture, les Kinois se sont habitués à mettre la ceinture de sécurité dès qu'ils sont dans le véhicule. Donc il y a beaucoup de lois qui existent. C'est question de les appliquer. La loi budgétaire, c'est question de suivre. Ça ne sert à rien de voter un budget en disant ok, on va subventionner par exemple Géopolis, et à la fin vous marchez comme ça se fait souvent et vous avez zéro et on n'a rien débloqué. Il faudrait d'abord s'assurer que les lois qui existent, si ce sont de bonnes lois qui sont d'actualité, le problème est d'actualité, on devra régir ça. On a pris des lois pour dire que le mariage d'une fille qui a moins de 18 ans ne peut pas se faire et les parents peuvent être arrêtés. Tous dans notre communauté, on voit bien les mariages des filles de 16 ans, on voit bien les filles de 16 ans mettre au monde dans les maternités et personne n'est arrêté. Et rien n'est fait. Donc vous n'allez pas encore aller prendre une loi pour dire que le mariage avec une fille de moins de 18 ans, c'est interdit. Non, vous voyez pourquoi ça ne s'applique pas. Nous, on a la chance de notre côté, parce que je suis en même temps chercheur, on a la chance de comprendre les choses sur le plan scientifique et de mener des études et des compréhensions scientifiques pour voir pourquoi les gens rejettent une loi, pourquoi les gens se comportent comme ça, quelle serait la meilleure solution pour ces gens-là, afin que les choses changent dans la communauté. Parce que chaque parent veut voir, n'a pas envie de voir sa fille être enceinte à 16 ans, arrêter les études, veut voir sa fille terminer ne fût-ce que les études secondaires avant d'arriver à ça, quoi. Professeur, la République démocratique du Congo connaît aussi un autre phénomène consistant au départ des Congolais qui vont à l'étranger pour chercher le mieux vivre, mais ils arrivent aussi de ceux-là, la majorité d'ailleurs, qui acquièrent la nationalité. Est-ce qu'on peut ouvrir le débat sur l'exclusivité de la nationalité congolaise, ou bien on va laisser seulement que les Congolais puissent partir comme ça? On constate même qu'il y a des fuites de cerveau. Ouais, les fuites de cerveau, ça c'est un événement qui est réel. À un moment donné, nous on avait pensé ramener les médecins de l'Afrique du Sud vers le Congo en disant bon, on est dans la communauté SADC, hein, on ne peut pas dépenser de l'argent par l'État pour former ces médecins et puis ils se retrouvent en Afrique du Sud après avoir bénéficié de toute la formation qui a été payée par le gouvernement congolais, et c'est le gouvernement sud-africain qui en bénéficie. Si vous prenez une telle décision, c'est une catastrophe parce que vous allez les remettre où? Là où il y a pléthore encore de médecins. Non, ça devient difficile. On peut négocier avec l'Afrique du Sud pour dire vous utilisez nos médecins, on n'est pas contre, mais quelle est la compensation qu'on peut avoir? Ça, c'est des choses qui peuvent se discuter sérieusement. Il y a eu quelques avancées, mais pour le moment, moi je ne conseillerais pas d'ouvrir le débat sur la double ou triple nationalité, pour la simple et bonne raison que nous-mêmes Congolais, on n'est pas encore identifiés correctement. Et si vous ouvrez ce débat-là, vous ne saurez même plus qui est Congolais et qui l'est. La première étape, c'est d'avoir les cartes d'identité, de savoir qui est Congolais. Quand vous savez ça, alors vous pouvez ouvrir pour la double nationalité parce que vous avez un fichier que vous pouvez contrôler. Actuellement, si moi je me déplace de Bandalungwa, là où je suis, je vais juste à Kasavubu, ni le chef de rue, ni le chef de quartier, ni le bourgmestre, ils ne savent même pas que je suis arrivé là. Ils ne savent même pas là où j'habite. Et quand vous ouvrez ce débat-là avec nos pays frontaliers, c'est un problème. Moi, j'étais parti du côté de l'Ozi, chez les Banyanga. Alors, j'étais avec un Belge au marché, et puis je lui ai dit, est-ce que vous savez que vous êtes au Congo-Brazzaville? Il a dit, comment je suis au Congo-Brazzaville? Il dit, vous voyez ce village? Il est partagé entre les deux. Et les gens, pour eux, ils sont du même village. Mais il y a une partie qui est du Congo-Brazzaville et l'autre côté qui est du Congo-Kinshasa. Vous avez ce problème du côté avec Brazzaville, on a le même problème quand vous êtes en Puerto, du côté de la Zambie. Il faut qu'on vous dise que maintenant là,
vous êtes en train d'aller vers la Zambie, vous devez revenir ici. Et on a les mêmes problèmes du côté de l'Angola, donc ce n'est pas vraiment le moment de pouvoir ouvrir si on ne maîtrise pas nos frontières correctement et notre population correctement. Une fois que cela est maîtrisé, c'est bien possible de pouvoir ouvrir ces débats correctement. Mais je suis quand même d'accord que les Congolais qui ont pris la nationalité belge ou américaine n'ont pas fait ça de grand plaisir. Ils ont fait ça parce qu'il faut survivre dans ce milieu-là. Je les ai vus là. Sans la nationalité, tu as très peu d'accès à certaines choses. Pas d'accès au crédit maison, pas d'accès à ceci et cela. Il fallait changer absolument de nationalité pour pouvoir rester. Et ce n'est pas des gens qui ne regrettent pas d'être partis. Ceux qui sont ici se disent toujours il faut que je parte. Mais ceux qui sont là, ils se disent toujours le moment où je pourrai revenir, je vais revenir. C'est un peu ça. Donc il y a eu une mauvaise publicité du Congo où tout le monde s'est dit il faut partir. Et ça, c'est resté dans la mentalité. Nous, quand on était jeunes, je me rappelle quand je terminais mes études secondaires et que je venais ici à l'université, pas à Kinshasa évidemment, à Lubumbashi parce que j'ai terminé la poésie. J'arrive à Lubumbashi et puis je suis venu me promener en vacances ici. L'ambassade de Belgique avait ouvert des bourses pour aller étudier, l'ambassade plutôt de l'Allemagne, pour aller étudier en Allemagne. Je dis souvent Belgique parce que je suis resté longtemps en Belgique, donc ça va se confondre de temps en temps. J'ai été sélectionné parce que j'étais lauréat dans ma section aux examens d'État. J'ai été sélectionné et on m'a appelé par Madame la consul, c'était une dame. Et je lui ai dit, je pense que je ne vais pas aller, je préfère rester dans mon pays, je suis inscrit à l'université et je préfère travailler pour mon pays. Il m'a regardé 2 fois et dit, est-ce que tu es sûr? Et puis il m'a demandé, tu viens d'où? J'ai dit, je viens de Lubumbashi. En tout cas, c'est la première fois que je vois quelqu'un à qui on offre une bourse de 8 ans qui refuse. Ça voudrait dire que nous, quand on était jeunes, on n'avait même pas cette idée de dire il faut aller en Allemagne, il faut aller en Belgique. Ce n'était pas vraiment à l'ordre du jour. Et avec la décadence du pays, c'est devenu vraiment à l'ordre du jour. Quelqu'un aurait une bourse aujourd'hui, il ne dort même plus, il dort sur le papier de bourse parce qu'il pense qu'on va venir voler ça, ou bien il va à l'église, il dort par terre pour qu'on n'annule pas du tout cette bourse. Donc il rêve vraiment ça, mais dans le temps, ce n'était pas comme ça, mais on peut revenir à ça. C'est bien possible de revenir à ça si on organise davantage le pays. Ce n'est pas les moyens qui manquent, mais c'est l'organisation de tout ça qui peut nous aider à nous développer. Voilà. Professeur, dans l'opinion publique, il y a un débat permanent sur le train de vie des institutions, du Parlement y compris. Selon vous, est-ce qu'il est urgent de réduire ce train de vie-là? Oui, absolument. Parce que je suis convaincu qu'il faut réduire ça pour la simple et bonne raison que ce qui est de la chose publique appartient à tous les Congolais et la redistribution de ces biens-là doit quand même suivre les différentes classes de la population congolaise. Vous ne pouvez pas être seul, vous touchez, je donne un exemple comme ça, 100 000 $, de l'argent du contribuable congolais, qui lui va toucher 50 $. Je pense que là, vous devez vous gêner. Et vous prétendez représenter cette population, parler au nom de cette population, au moment où vous avez 100 000 $, non. Et vous pouvez aller vous faire soigner en Europe quand vous tombez, juste vous avez mal au genou, vous partez avec votre famille en business, mais les gens de votre communauté, quand ils tombent, ils ne savent même pas aller au centre de santé. Et ça, je trouve que ce train de vie doit être absolument réduit. Il y a beaucoup de pays qui l'ont fait. Et dans ces pays-là, vous verrez des gens, quand on lui dit, est-ce que tu peux être notre candidat député, il dit non, non, jamais. Parce qu'il est totalement illogique d'être parlementaire, de toucher 100 000 $, et le professeur d'université qui vous a formé touche 1 500 $ ou 2 000 $ ou 2 fois 1 000 $. En ce moment-là, ça commence à poser des problèmes et on peut croire que le prof d'université, il postule pour quitter ces 1 500 et pour aller toucher 21 000. On ne croit même pas à son intégrité, à son intellect
pour aller résoudre les problèmes. On pense que non, il suit l'argent. Et malheureusement, c'est rentré aussi dans le public. Les députés vont chercher l'argent. Ils ne croient même plus beaucoup que les députés vont chercher les solutions à nos problèmes, quoi. Et je pense qu'on doit inverser ce paradigme absolument, quoi, et réduire le train de vie. Le jour où ça sera réduit, il y a des pays comme le Botswana qui a fait ça. Ils ont dit quel est le niveau pour être député. On a dit non, le niveau secondaire, pas de problème. Le niveau secondaire, les gens qui donnent cours à l'école secondaire, ils touchent combien? Ils touchent $100. Le député va toucher $100 avec quelques frais au-dessus. Vous devez être au même niveau. Alors, en ce moment-là, un professeur d'université qui ne pense qu'à l'argent, au lieu d'aller chercher des solutions, va refuser de perdre ses 1500 pour aller toucher $100. Hein? Et vous verrez un pays comme le Botswana, quelqu'un, on le nomme ministre, il commence à regretter parce que des fois, il touche beaucoup plus d'argent là où il était que quand il devient ministre. Mais ici, tout a été tellement inversé et ce train de vie pousse les gens à se dire ces gens sont là pour s'enrichir eux-mêmes. Alors, ils oublient même que c'est eux qui contribuent à cet enrichissement-là. Voilà. Et on doit changer un tout petit peu les choses, quoi. Voilà, nous approchons un petit peu vers la fin de cette émission. Mais professeur, la RDC, c'est quand même 26 assemblées provinciales. C'est une assemblée nationale avec 500 députés, des assistants, des administratifs. Ça fait quand même lourd dans le budget national. Que répondez-vous à ceux qui pensent carrément que bon, c'est trop cher pour la RDC, qu'il faut annuler ou bien supprimer les organes délibérants comme l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales? Bon, y a évidemment, ça pèse lourd, encore une fois parce qu'il y a une certaine mauvaise organisation. Lorsque vous avez une entreprise où vous utilisez 2 personnes, hein, vous pouvez être seul à gérer ça. Quand vous passez à 100, vous commencez à chercher qui est gestionnaire et qui est comptable, qui s'occupe des ressources humaines. La RDC a plus de 100 millions d'habitants et on ne peut pas se dire qu'on peut gérer tout le monde à partir de Kinshasa. Ça, c'est presque impossible, quoi. Et puis, nos réalités ne sont pas les mêmes. Parce que ce qu'on va légiférer ici, absolument, n'est pas toujours la même chose quand on est proche des populations, parce que ces assemblées provinciales aident à résoudre les problèmes directement qui se posent dans leur contexte. C'est vrai que leur paiement, ça n'a pas été assez clair qui doit payer qui et qui doit décentraliser. Il y a quelque chose, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de lois, mais il y a quelque chose qui a échappé. La rétrocession ne se faisant pas régulièrement, ces assemblées se sont retrouvées aussi dans l'impossibilité de pouvoir faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas décider de mettre le gouverneur seul et ne pas être suivi. On va tomber dans les cas qu'on a eu dans le temps, on ne saura pas qui contrôle réellement le gouverneur et on va tomber dans ces problèmes. Maintenant, il est clair que à côté de ces assemblées provinciales, ce qui coûte encore beaucoup plus cher, ce sont les gouvernements provinciaux. Moi, par contre, j'irais dans le sens de dire c'est une duplication qui est totalement inutile, quoi. Parce qu'on a les ministres nationaux et on a les ministres provinciaux dans le même domaine. Et les ministres nationaux dépendent du Premier ministre et du Président. Le ministre provincial dépend du gouverneur et ils n'ont pas de relation claire. Alors là, ce n'était pas nécessaire de dupliquer, quoi. Et c'est eux qui prennent encore une grande part, parce que la plupart des députés provinciaux, vous le savez, ils sont en retard de paiement. Mais la plupart des ministres provinciaux n'ont pas de retard du tout. Hein? Et ça, moi, je pense que c'est de ce côté-là qu'il faudrait regarder et réduire l'équipe du gouvernement provincial à des choses beaucoup plus nécessaires, mais laisser les parlements provinciaux continuer à avoir ce contrôle direct. Parce que le Parlement national va commencer à aller juste en vacances. Et les vacances parlementaires, vous savez, vous avez votre communauté à voir et vous ne pouvez pas aller voir le gouverneur, vous ne pouvez pas l'interpeller ici à Kinshasa. Il y a eu des abus, comme je l'ai dit, parce que les gens ne veulent pas respecter la loi. Mais si on respecte réellement la loi, le gouverneur sait qu'il est issu du Parlement provincial et que le Parlement provincial a un contrôle sur lui. Et dès que mais malheureusement, c'est lui qui doit payer le Parlement provincial. Donc si vous l'embêtez, eh bien, il ne vous paye pas. Et s'il ne vous paye pas, vous restez sans être payé et de nouveau, vous vous alignez derrière le gouverneur provincial.
Alors que vous oubliez que c'est vous qui devez le contrôler. Et c'est lui maintenant qui vous contrôle, qui vous paye quand il veut. Et ça, c'est des choses, ce sont des abus qu'il y a eu, mais je ne pense pas, le grand budget ne part pas dans les assemblées provinciales. Les grands budgets, ça part dans les institutions nationales, où je dis, si on réduisait le train de vie, si quelqu'un au niveau national touche 100 000, si on le remettait à 20 000 ou à 10 000 ou à 5 000, on aura toujours des moyens pour payer ces assemblées et leur demander de faire leur travail. Leur travail, ce n'est pas tout le temps d'enlever le gouverneur et de déstabiliser absolument le gouvernement provincial. C'est ce qui fait que beaucoup de gens pensent qu'ils ne font rien, ils déstabilisent la province, alors il faut les supprimer totalement. Le Sénat, par contre, j'ai quand même des doutes parce que le Sénat vient toujours tout le temps en seconde position après l'Assemblée provinciale, et même quand ils votent la loi, l'Assemblée nationale plutôt, même quand ils votent la loi dans des termes différents et qu'ils n'arrivent pas à s'accorder avec l'Assemblée nationale, de toute façon, c'est l'Assemblée nationale qui prime. Alors c'est un dédoublement qui est totalement, pour moi, inutile. S'il y a quelque chose qu'il faut supprimer, c'est par contre le Sénat et laisser le contrôle local se faire de ce gouverneur-là, parce que sinon on va avoir une dérive. Voilà, une toute petite question, ce sera la dernière pour ma part en tout cas. Quel regard portez-vous, c'est vrai que vous l'avez dit un peu, hein, portez-vous sur le travail des assemblées provinciales? Il y en a qui pensent que bon, ces assemblées ont été beaucoup plus des éléments perturbateurs que autre chose dans les provinces. Est-ce que vous diriez aussi la même chose? Pour certaines provinces, il y a eu des perturbations. Comme je l'ai dit, on ne respecte pas la loi, on fait les choses à la hâte. On laisse les choses se faire un peu. Vous savez comment on a divisé les 26 provinces. Donc on a dit, ok, la loi, la constitution le dit, on y va. On ne s'est pas préparé, on n'a pas préparé correctement quel est leur rôle. Et ces gens qui sont, par exemple, à Boende, il se réveille, il est dans l'Assemblée provinciale, et il pense qu'il doit tout au gouverneur. Il oublie même que le gouverneur devrait dépendre de lui et qu'il doit défendre la population. Et c'est là que les perturbations ont commencé. Parce que si on ne vous paye pas pendant 6 mois, bon, vous allez perturber celui-là qui doit vous payer. Et vous, il y a aussi des gouverneurs, évidemment, qui ont été un tout petit peu gangsters, qu'il fallait absolument, probablement, les enlever. Mais vous ne pouvez pas tout le temps trouver des gens qui sont gangsters. Ça, c'est là où ça a compliqué un peu. Mais je suis persuadé que en les maintenant et en les réorientant correctement dans leur mission, on devrait arriver, surtout avec le projet comme les 145 territoires, c'est à eux de suivre les territoires dans leur milieu pour comprendre est-ce qu'on est en train de le faire correctement, oui ou non. Parce que si vous devez les suivre à partir de Kinshasa, quand est-ce que vous allez arriver à Bouta? Vous avez envoyé l'argent à Bouta, personne ne le contrôle, et vous arrivez là 6 mois après, on n'a jamais rien fait. Vous allez poser la question à qui? Il faut les réorienter dans leur travail, quoi. Voilà, Fiston Leco pour votre dernière. Professeur, j'ai une dernière question. Nous sommes en pleine campagne électorale. Campagne électorale, c'est pas seulement pour les députés nationaux ou provinciaux, mais c'est aussi pour le président, pour les candidats président de la République. Et pendant ce temps, nous avons un président de la République qui est en fonction, qui veut remplir pour un deuxième mandat. Je veux un peu savoir un peu votre position. Le chef de l'État en place, s'il faut le reconduire, ça sera pourquoi? S'il ne faut pas le reconduire à la tête de la RDC, ça sera pourquoi? Ouais, moi je pense que il faudrait le reconduire pour des raisons assez simples. Ça dépend du regard qu'on a d'où l'on vient. Le Congo vient quand même de beaucoup trop loin. Et s'il faut le reconduire, c'est que vous pouvez, avec des exemples très simples, hein, on a fait 5 ans, on n'a pas eu de coupure d'Internet. Beaucoup de gens ne se réalisent pas ça, qu'on avait des coupures d'Internet chaque fois qu'il y avait une petite marche, quoi. On a fait 5 ans, pas de coupure d'Internet, avec une certaine liberté d'expression. On a fait, des années avant, les journalistes étaient arrêtés, tabassés, etc. Ça s'est beaucoup réduit, quoi. Il a fait beaucoup d'efforts, et moi, qui viens de l'intérieur, hein, je suis souvent à l'intérieur, j'ai vu les écoles construites, j'ai vu des maternités construites. Tout n'a pas été fait, bien sûr, mais il y a eu beaucoup de réalisations. Hein. Et malheureusement pour lui, il n'a pas eu beaucoup de chance, comme les autres
qui pouvait avoir un mandat de 5 ans, et 5 ans, il a la majorité au Parlement. Ça voudrait dire que sa politique peut être mise en fonction. Hein, on peut mettre sa politique en fonction sans problème. Mais lui, il n'avait pas de majorité au Parlement pendant presque 2 ans, ou 2 ans et demi. Et là, tous, on a vécu que tout ce qu'il pouvait prendre comme initiation, ça ne pouvait pas s'exécuter, même une simple ordonnance ne pouvait pas avoir le contre-seing. Et il n'a eu que 2 ans, et en 2 ans, il a quand même montré que la volonté y est, il peut faire quelque chose. Et il s'est beaucoup bagarré sur le plan diplomatique, ça c'est aussi une autre raison, où le pays est sorti quand même de beaucoup plus loin en ce qui concerne l'achat des armes, des munitions, etc. On avait l'interdiction d'acheter les munitions, on est passé à une autre phase où il fallait l'information. Maintenant, on est à la phase où on peut nous-mêmes nous procurer les armes. Vous ne pouvez pas avoir des pays étrangers qui vous agressent et on vous dit, vous n'achetez pas les armes. Hein? Restez là comme ça, les autres achètent les armes pour vous agresser. Ça ne marche pas. De ce côté-là, il a réussi. La guerre n'est pas encore finie, on peut toujours le dire, mais au moins, on sait se défendre. Ça, c'est une chose. J'ai vu de mes propres yeux, parce que j'ai fait Kikwit et puis je suis arrivé à Chikapa, j'ai vu cette route être arrangée et elle a dépassé Chikapa pour commencer à approcher évidemment Kananga. Ça voudrait dire qu'il y a cet effort-là qui est effectivement réalisé. J'ai vu les jeunes gens, j'étais à la base des Kamina, les jeunes gens en formation comme militaires. Je suis passé, quand j'allais à Mwanda, tout près de Kitona, j'ai vu des jeunes gens en formation. Ça voudrait dire qu'il est en train de remettre en place l'armée pour qu'on soit encore mieux défendu. Alors, moi je suis du bon côté de l'histoire. Je préfère ne pas être du mauvais côté. Parce qu'il faut lui donner ces 5 ans totalement avec une majorité confortable au niveau du Parlement. Là, les 5 ans qui vont venir, on peut le juger. Mais quand vous n'avez pas de majorité et que vous devez vivre en coalition, avec nous, on n'est pas habitué à cette coalition. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que le président n'a pas une décision ferme sur le Premier ministre. Si jamais il n'a pas de majorité au Parlement, il faut qu'il ait la majorité pour que le Premier ministre suive ce qu'il dit. Parce qu'il peut activer sa majorité pour enlever le Premier ministre. Mais de lui-même, il ne sait pas l'enlever. Il faut repasser par le Parlement. Et quand vous n'avez pas cette majorité, vous jugez, je pense que c'est être un peu, un tout petit peu pas correct, quoi. Merci bien, merci Fiston Leko. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Professeur, on comprend que vous êtes du bon côté de l'histoire, comme vous l'avez dit vous-même. Donc vous êtes de l'Union sacrée. En 30 secondes, vous allez regarder la caméra et ce sera votre mot de la fin pour résumer tout ce que vous avez dit en 30 secondes. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir reçu sur ce plateau. Pour me résumer ce que je dis à la population de Funa, vous avez un candidat, le numéro 243, qui est là pour vous et qui veut qu'on puisse ensemble identifier nos problèmes et qu'il peut porter. C'est vrai que dans le moment où vous êtes balobelinangai par rapport à Batunyo Sobaza qu'on a pas voté, mais après il y a molobelina à Parlement pour résoudre les différents problèmes qu'il y a. La population de Bandar, je suis là, vous me connaissez à Bandar depuis longtemps. Si vous me votez et vous me donnez vos voix, je pense qu'on fera le meilleur pour résoudre les différents problèmes que moi et vous, nous connaissons. Et que soyez du bon côté de l'histoire. Hein, et on va y arriver. Et ce pays a le devoir et les gens ont le droit de vivre mieux. C'est votre droit de vivre mieux et nous, on a le devoir comme législateur de s'assurer que votre vie est en train de s'améliorer et pas en train d'aller vers la décadence. Et à Bandal, pour les législatives provinciales, vous êtes numéro 20. Comme voilà, Fachi. Voilà, ce sera votre mot de la fin. On vous remercie beaucoup, professeur Pascal Lutumba, d'être passé, d'avoir honoré notre invitation. Pourquoi vous, c'est ici la fin du parcours. On va se quitter avec l'espoir de se retrouver prochainement avec un autre candidat, avec toujours le même plaisir. À la prochaine. Merci.